pour les systèmes de backup recovery, etc. Donc ça, c'est la virtualisation. Automatisation, hein. Ça, je pense que ça va de soi. On peut automatiser aussi les processus informatiques. Et standardisation, c'est-à-dire éviter d'avoir 25 packages différents, 5 databases différentes. Et croyez-moi, ce n'est pas rien. Et surtout, hein, rappelez-vous encore le contexte économique dans lequel on se situe, acquisition, revente, etc. J'acquiers une société, il n'y a aucune raison que cette société ait le même standard informatique que moi. Aucune. Donc par acquisition de 2 ou 3 sociétés, je peux très vite me retrouver avec un SAP, un JD Edwards, un BAN, un BPIX, etc., etc. Donc toute une série d'ERP différents. Et puis à un moment donné, je dois rationaliser parce que je dois maintenir, je dois payer toutes les licences de ce genre de choses-là. Donc ça, c'était pour l'optimisation de l'infrastructure. Maintenant, comment peut-on bien aligner l'informatique? Et avant de passer à ça, donc oui, peut-être en guise de conclusion, un slide qui, je pense, plaît beaucoup à Jean. Hein. Donc, vous voyez qu'en travaillant sur les coûts de nouvelles implémentations et en travaillant sur les coûts de maintenance, vous avez la possibilité de faire diminuer très fort la colline de droite, hein, qui prenait une énorme partie de vos ressources, à la fois financières et humaines. Et donc l'objectif, c'est vraiment que ce coût des opérations par après ce qu'on appelle le legacy soit autant sous pression que possible. Et vous vous souvenez, avec l'ambition de faire en sorte que les coûts globaux diminuent, mais que la part réservée aux nouveaux projets puisse être plus importante que ce qu'elle l'est aujourd'hui. Alors, donc tout ceci ne nous dit pas comment l'informatique peut s'aligner sur le business. Hein. Alors, ce que nous utilisons régulièrement, c'est un outil ou une méthodologie qui s'appelle CBM, Component Business Modeling. Hein. Component Business Modeling, c'est une façon de découper une société à la fois en domaines fonctionnels, donc vous voyez les colonnes qui sont des domaines fonctionnels typiques. Hein. Ah, donc vous retrouvez de la gestion de produits, vous retrouvez de l'acquisition de clients dans ce cas-ci, des opérations produits. Hein. Et puis 3 niveaux horizontaux qui sont fixés. Hein. Vous retrouvez tout en bas le niveau d'exécution, production, comptable, etc. Vous avez le niveau intermédiaire qui est le niveau de management, ce qu'on appelle donc control. Dans ce cas-ci, je contrôle les opérations. Et puis vous avez le niveau supérieur qui est le contrôle direct, qui est le niveau stratégique, donc le niveau direction. Hein. Donc je contrôle les opérations et la direction donne des guidances au contrôle des opérations, en gros. Hein. Un composant est une cellule qui peut être considérée comme étant une entité qui pourrait vivre par elle-même, donc qui dispose d'un headcount, qui dispose d'un management, qui dispose d'un budget. Hein. Comment vous découpez une société comme ça? Il existe des templates, mais on fait des exercices avec des directions d'entreprise pour découper sa société suivant sa vision de sa société. Hein. Donc il n'y a pas un modèle unique, il y a des modèles de référence, mais il n'y a pas de modèle unique. Chaque société a son histoire, chaque société a son organisation. Mais donc on découpe cette société en différentes entités qui sont plus ou moins indépendantes, en fait, qui sont même plutôt indépendantes que moins indépendantes. Hein. On applique sur chacun de ces modules-là, donc vous voyez une entité, hein. Prenez une entité, ce n'est pas très lisible malheureusement, hein, mais exécution des campagnes, juste ici. Donc je vais exécuter une campagne marketing, hein. Je prends une entité et j'applique un certain nombre de critères sur cette entité-là. Et il y a 2 critères qui sont absolument nécessaires. C'est tout d'abord, est-ce que cette entité est différenciante? En d'autres termes, est-ce que cette entité m'aide sur le marché à me différencier de mes compétiteurs? Et ça, c'est l'axe differentiating, non-differentiating. Hein. Et l'autre axe qui est imposé, c'est est-ce que cette entité pourrait être externalisée ou non? Donc, est-ce que je me différencie par cette entité? Est-ce que je pourrais l'externaliser ou non? Hein. De telle sorte que ces modèles-là permettent de conduire, vous le voyez en bas, hein, à une situation où effectivement je suis dans un certain nombre de cas, pour ce que je peux externaliser et qui est non-differentiating, je vais prendre une société tierce qui est une utility quelconque, un partenaire, et je ne vais plus le faire chez moi, hein, puisque je peux externaliser. Hein. Pour ce qui est differentiating, je vais prendre un partenaire stratégique, si je peux l'externaliser. Hein. Exemple, certains exercices de recherche et développement dans le monde automobile se passent chez les fournisseurs. Et donc, il y a des partenaires stratégiques qui sont définis. Fournisseurs stratégiques qui sont définis. Autre exemple, BMW fait construire une grosse partie de ça, je ne sais plus quel modèle d'entry, par une société en Autriche
qui a priori n'est pas une société dans le monde automobile. Mais ils ont estimé que ça, ils ne pouvaient pas le faire eux-mêmes, ou ils n'avaient pas les moyens de le faire eux-mêmes, donc ils ont pris un partenaire stratégique. Donc c'est plus ou moins le résultat d'un exercice de type CBM qu'ils ont réalisé à un moment donné. Et donc vous vous rendez compte que dans une évolution de ce modèle-là, vous pouvez, pour amener le niveau de flexibilité dans votre société, vous pouvez bouger vers un modèle où vous externalisez beaucoup plus que vous ne le faites aujourd'hui. Objectif de flexibilité. Alors pourquoi est-ce que c'est important par rapport à l'informatique? Ceci nous éloigne un peu de l'informatique. Comment est-ce qu'on fait le lien avec l'informatique? Vous pouvez bien imaginer, évidemment, que pour tout ce qui a été identifié dans la société comme pouvant être externalisé, a priori, ne devrait plus faire l'objet du moindre développement informatique, puisque vous allez faire appel à un partenaire. Ce que vous allez mettre en place, en fait, ce sont des outils de communication, le début de notre discussion. Vous allez mettre en place des outils de communication, intégrer les processus vis-à-vis du partenaire que vous avez sélectionné. Et la discussion que vous allez avoir avec votre partenaire, c'est effectivement pour savoir comment on intègre les processus, pour qu'en fin de compte, on ait l'impression qu'on s'adresse à une seule société, mais en fait, on s'adresse à 2, 3, parfois 4 sociétés qui sont intégrées dans l'ensemble du processus. Mais ça a un impact, évidemment, sur les choix informatiques que vous faites, sur la capacité à communiquer et sur les développements que vous allez réaliser. Donc vous pouvez, en fin de compte, sur base du modèle CBM, arriver à un modèle de ce type-ci. Alors vous voyez les codes couleurs, et donc c'est un petit peu le résultat de la méthode que je vous ai décrite très brièvement. Donc pour chacune des cellules, on essaie de voir si c'est différenciant ou pas différenciant, si on peut externaliser ou pas externaliser, et ça conduit à ce type d'évaluation-là. Je peux gérer comme une utility, je souhaite utiliser des spécialistes parce que c'est quelque chose de relativement différenciant. En rouge, ce sont les endroits où je pense que je peux vraiment me différencier, je dois vraiment être meilleur que le marché. Et puis, tout à fait à gauche, consolidate, ça veut dire que ça c'est un peu moins critique pour moi, et donc je me contente de faire le strict minimum. Vous comprenez tout de suite qu'un modèle de ce type-ci vous permet aussi de réaliser les choix, de savoir où vous allez aller mettre vos ressources. Et par extension, évidemment, de savoir effectivement comment vous allez investir à la fois en argent, en solutions de type ERP, en développement et de nouveau dans les ressources humaines. Un exercice CBM peut aussi conduire à superposer ce qu'on appelle l'IT landscape. Et donc, si vous voulez, l'IT landscape, c'est quoi? C'est en fait une vision de la façon dont votre société est couverte par les solutions informatiques que vous avez mises en place. Et vous seriez surpris, quand vous faites un exercice de ce type-là dans une société qui a l'air a priori d'être gérée plus que correctement, combien vous avez d'éléments de votre société qui ne sont pas couverts par une solution informatique, alors qu'ils en ont un certain besoin, ou au contraire que vous avez des overlaps. Alors vous serez amené à gérer, soit comme gestionnaire informatique, je peux vous garantir que vous serez amené à gérer des situations comme celles que je vais décrire. Pas plus tard qu'il y a un an et demi, j'étais dans une société aux Pays-Bas et la société me disait, écoutez, c'est ingérable. Lorsque je consens un discount à un client, je dois aller rentrer ce discount-là dans 3 applicatifs différents. Vous seriez étonné. Pourquoi? Parce que chacun des départements a développé sa solution, a installé son package. Chaque package est arrivé avec son propre modèle de données. On a implémenté le package et le client, dans le meilleur des cas, est identifié 3 fois dans chacun des packages différents. Et puis vous vous étonnez après que le client reçoit une mauvaise facture, n'a pas reçu le discount, etc., etc. Ne croyez pas que le monde est bleu et que l'informatique est parfaitement sous contrôle. Ce type de situation-là se passe absolument tous les jours. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, vous voyez apparaître sur le dessin que vous voyez ici, donc sur base du modèle CBM, vous voyez apparaître les gaps et ce qu'on appelle les overextensions ou les duplicate systems. Et les duplicate systems sont, croyez-moi, encore plus dangereux que les gaps. Les gaps, au moins, on les identifie, on peut travailler dessus. Par contre, les duplicate systems, ce sont des choses qui, à un moment donné, peut être très difficiles de redécouper. Alors, suivant ce que l'on voit apparaître de plus en plus en termes d'architecture